ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous raconter cette histoire et je vais vous proposer, à travers mon propos, de vous laisser porter il y a plusieurs centaines d'années. Donc on va faire une petite expérience pour commencer. Je vous propose de fermer les yeux. Ouais, très bien. Là, il y en a qui ne ferment pas les yeux. Donc la magie ne peut pas fonctionner. Très bien. Nous descendons les marches de l'escalier du temps. Voici 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 600 ans, 700 ans, 800 ans, 900 ans, 1000 ans. Peut-être même encore 2 siècles. Et nous sommes en l'an 793. Nous sommes dans une abbaye à Lindisfarne, dans le nord de l'Angleterre, en Northumbrie. Vous êtes des moines. Je sais, tout le monde n'y croit pas, mais vous êtes des moines. Et vous vous promenez à travers votre abbaye. L'abbaye est calme, il fait beau. Vous allez pouvoir aller prier au man de Saint Cuthbert, qui est le saint local, à sa magnifique chasse en or et en argent. Et puis tout à coup, vous pouvez ouvrir les yeux. Devant vous, sur la mer, 40 voiles carrées s'avancent, droit vers le rivage. Les voiles s'affalent, les avirons se relèvent, on voit luire des casques partout. Mais qui sont ces gens? Ils s'amènent près de la côte, enlèvent les dragons et les monstres de proue qui ornent leur navire, et puis ils descendent sur le rivage, et c'est déjà fini pour vous. C'est la première attaque répertoriée, bien qu'il y en ait une autre 2 ans plus tôt, l'attaque du monastère de Lindisfarne le 8 juin 793. Et si aujourd'hui, on vous raconte... Alors, les Vikings ne se sont pas conduits de manière vraisemblablement humaniste acceptée par Amnesty International. C'est très probable. Ils volent tout, l'achat de Saint Cuthbert, ils enlèvent les moines, ils en font des trelles, c'est-à-dire des esclaves. Ils enlèvent tout. Et à partir de ce jour-là, il va y avoir une légende noire autour de ceux qu'on a appelés les Vikings. Et une prière va s'élever à travers toute l'Europe bientôt, toute l'Europe chrétienne, qui est « De la fureur des Normands, Seigneur, protège-nous ». Et à partir de ce moment-là, eh bien, ceux qu'on a appelés les Vikings, je vous donnerai une très rapide définition de ce que c'est, vont être partout suivis, précédés d'une légende épouvantable. Ce sont des barbares. Ils aiment le goût du sang. Ils ont vraisemblablement 4 neurones. Vous ne connaissez pas les neurones, mais on passera là-dessus. Un pour débarquer, un pour voler, un pour tuer, un pour rembarquer et peut-être aussi pour naviguer, un 5e. Cette histoire va perdurer jusqu'à notre époque. Et voilà pourquoi, à partir de cette idée qui a été développée par la chrétienté, parce qu'il fallait bien présenter le principe de chrétienté face aux barbares, aux païens, voilà pourquoi très souvent on vous présente des Vikings violents, sauvages, stupides, à la limite de l'animalité. Donc j'ai envie de vous dire une chose, vous oubliez totalement ça. Non pas que c'était des petits Jésus en reculotte de velours, je vous le concède, mais en tout cas, vous oubliez ça, parce que pendant ce temps-là, je peux vous parler des Lombards, je peux vous parler des Goths, je peux vous parler des Francs. Tiens, l'empereur à la barbe fleurie, Charlemagne, vous croyez qu'il avait une barbe fleurie, vous? Si on le lui avait dit, vous aurez tranché la tête illico prestissimo. Pourquoi? Parce que tout simplement... La barbe fleurie, c'est un symbole de féminité pour des types qui étaient quand même relativement machos, relativement à notre époque. Donc, les Francs ne portaient pas la barbe. Donc, la barbe fleurie, vous l'oubliez. Le brave gars qui crée des écoles, le gars tolérant, le bon roi, en une journée, à Paderborn, un peu plus tard, entre l'an 780 et l'an 800,
va faire en une journée couper la tête à 5000 Saxons pour les christianiser. Tu veux être chrétien, à gauche. Tu veux pas être chrétien, tu perds la tête. Voilà comment ça se passait. Donc, je tiens simplement à faire cette remise en ordre historique pour vous dire qu'on ne vivait pas déjà dans une époque de bisounours et que tous les peuples de cette époque se sont mal conduits, à une différence près. Est-ce que vous voyez laquelle entre les Scandinaves et les peuples christianisés? Allez-y. Les peuples christianisés respectaient la religion chrétienne puisque c'était un peu leur credo, alors que les Vikings pillaient les monastères, ils ne respectaient pas les reliques et tout ça, donc c'est ça qui a fait... J'ai le droit de renverser la charge d'épreuve? Bien sûr. Oui, ils pillaient. Oui, ils volaient, mais ne faisaient pas que ça. Les chrétiens, partout où ils sont passés, ont imposé aux populations locales leur religion, la religion du Dieu unique. D'ailleurs, entre Scandinaves aussi, plus tard, sous l'époque de Olaf, qu'on a appelé Saint Olaf, ils ont imposé la religion par la force. Partout où les Nordiques se sont installés, ils se sont, non pas intégrés, se sont assimilés en moins de 50 ans. Dans ma région d'origine, qui est la Normandie, il n'a pas fallu 100 ans pour qu'ils fassent souche. Et ils se sont baignés dans l'eau lustrale du baptême. Ils ont pris des noms francs. Ils se sont organisés comme des francs. Ils n'ont jamais imposé leur religion. Ils n'ont pas pratiqué l'épuration ethnique. Oui, ils s'installaient, de temps à autre, ils jetaient les gens qui avaient leur terre, c'est clair. Les autres faisaient la même chose. Ça, c'est la grosse différence. Et donc, si vous êtes chrétien, j'espère ne pas vous avoir choqué. Je tiens juste à dire que, historiquement, c'est le seul peuple qui se soit assimilé partout sans s'imposer. Voilà, je pense, quelque chose qui peut être intéressant. Alors maintenant, il va y avoir distribution de récompenses par mon esclave favori, et je vais vous poser une autre question. Comment s'appelait, si vous savez, si vous avez fait il y a quelqu'un qui a fait des études d'ici, dont je lui demanderai de garder le secret, comment appelait-on les bateaux des Vikings? Monsieur. Alors, allez-y. Je ne sais pas comment il s'appelait, mais je sais comment il s'appelait pas. C'est déjà un bon début de réponse, allez-y. Le Knorr. Oui. Alors il y en avait deux types, je crois, mais je me rappelle plus du Knorr. Oui, il y a les Knerir, il y a les Skeidr, il y a tout ce qu'on appelle les Langskip, les longs bateaux. Donc vous oubliez une fois, donc, là, voilà, si tu peux distribuer deux récompenses, jamais vous n'appelez un bateau nordique de cette époque un drakkar. C'est une invention du 19e siècle, d'un certain Augustin Jal qui écrivait l'histoire de la marine. Et pourquoi comment il a trouvé ce nom-là? Alors, drak, en norvégien, c'est un dragon. Donc, il y a des proues de dragon. Donc, de dragon, ça fait drakkar. Et comme c'est un français, il a mis un deuxième cas, c'est devenu drakkar. Ça n'existe pas. Voilà. Alors, tous les bateaux vikings n'étaient pas ornés de dragons, ils étaient ornés de toute une série de figures de proue, de monstres. Vous vous rappelez, dans la petite scène de l'attaque de Lindisfarne, ils enlèvent les proues des navires. Savez-vous pourquoi? Oui. Les proues ne servaient pas à les protéger des monstres marins? Exactement. C'est incroyable. Je pense qu'en 10 minutes, je terminais aujourd'hui. Donc voilà. Non, mais je tiens à couper, bien que je sois végétarien, je tiens à couper la tête d'un certain nombre de canards qui traînent tout le temps. Donc, quand ils arrivaient devant les terres, très souvent, ils enlevaient les monstres de proue car ils avaient peur que les esprits tutélaires de la terre, les Landvetir, ne leur soient défavorables. Et donc, ils ne tenaient pas à être accueillis par des esprits qui les auraient contredits dans leur expédition. Bon, allez, on va un peu plus loin. Comme là-bas, je sens qu'il y a quelques spécialistes, je vais aller de l'autre côté. Est-ce que les casques à cornes, ça existait? Non. Ah, bon, là, ça va faire beaucoup de bonbons dans la pluie. Non, ça n'existait pas. On a trouvé dans une tombe un seul casque à cornes qui servait vraisemblable. C'était pas le casque d'un cocu, comme me disait quelqu'un, c'était le casque d'un monsieur qui était vraisemblablement en train de sacrifier au dieu. Et donc, vous allez voir, parmi les Scandinaves, évidemment, on est proche de la nature, tout vit.
Ce sont des animistes. Les pierres vivent, les arbres vivent, les animaux ont un esprit, même si on les mange. Tout vit. Et donc, par conséquent, quand on prenait des cornes d'un animal, eh bien, comme très souvent dans les religions anciennes, on adoptait les qualités ou les défauts supposés de l'animal. Donc, on a trouvé un casque comme ça. Vous oubliez ça. Ils portaient des casques coniques très souvent. Et ensuite, pour les plus riches, avec un antidat nasal et de lunettes de plongée, de lunettes de CRS, si vous voulez, comme ça, en dessous, qui leur permettait d'être protégés en cas de choc, c'est-à-dire tout simplement quand une lame venait les frapper au visage. Bon, on a avancé. Est-ce qu'ils buvaient le sang de leurs ennemis dans leur crâne? Non, mais beaucoup d'alcool. Ils buvaient beaucoup d'alcool. Et qu'est-ce qu'ils buvaient? Bonne question. De l'hydromel. Ils buvaient de l'hydromel, oui, et une sorte de bière, mais qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Je tiens à vous dire que la bière de l'époque était en partie faite de salive. Ce qui va d'ailleurs nous amener à un mythe ultérieur sur la fabrication de l'hydromel de la poésie. Très souvent, oui, la bière était mélangée de salive au départ. Allez, alors une petite dernière. Est-ce que ces gens se sont contentés d'envahir, entre guillemets, nos riantes contrées? Vous avez une idée où ils ont été? Groenland. Groenland, ouais. En Italie. Italie, ouais. À Byzance. Comment? Russie. Constantinople. Ah bien. Vous savez comment s'appelait Constantinople pour eux? Miklagard. Garde, c'est toujours un enclos, d'accord? Donc toutes les villes en garde, c'est un enclos. Après, on en a fait une tour, les Slaves en ont fait une tour. Quoi encore? Comment? Ils ont fondé Dublin. Alors, Dublin préexistait, ne dites jamais ça en irlandais, hein, s'il vous plaît. Mais ça finira très mal. Hein. Ils avaient un village de pêcheurs, mais c'est eux qui ont créé la première vraie ville. Exactement, j'en parlais d'ailleurs avec vous tout à l'heure. Ils ont développé ce port de commerce parce que les Vikings et les Varegs, je vous dirai ce que ça signifie, étaient avant tout des commerçants. Des gens qui allaient chercher la richesse, acquérir des richesses. Ça, on le retrouve dans tous les textes. Acquérir des richesses. Donc, s'ils ne pouvaient pas le faire par les moyens réputés habituels, ils lançaient des raids. Alors, puisque vous êtes dans une université, on a étudié, je crois, les langues anciennes, et en particulier les langues classiques, grecques, je veux juste vous dire ceci. Vous me direz, c'est pas bien, comment aller piller les gens, vous trouvez ça bien, vous trouvez que ce n'était pas les sauvages. Juste une question à vous poser, comment croyez-vous que Athènes ait développé sa prospérité? Sur l'esclavage. Il y avait en certains moments à Athènes entre 200 et 250 000 esclaves. Sans l'esclavage et sans les attaques de pirates des Hellènes, Athènes n'aurait pas été le temple de la démocratie commençante tel qu'on nous la présente toujours historiquement. Donc voilà, j'ai fait un certain nombre de nettoyages d'idées reçues juste pour vous dire que, pour ma part en tous les cas, en travaillant sur ce sujet depuis une quinzaine d'années, j'avais commencé à écrire la saga de Rollon, Rolf le Vagabond, qui raconte la fondation de la Normandie par les Vikings. J'ai appris énormément de choses. Et j'ai appris une chose, c'est, comme disait Gabin, c'est qu'en fait on ne sait jamais rien, et que c'est l'étude de ces populations n'est pas une science exacte, une science humaine totalement évolutive. Alors je vais vous donner un autre exemple, je pensais vous montrer Kirk Douglas, 1955. Alors je ne sais pas si on arrivera à le voir. Enfin, pour ceux qui sont devant peut-être. Donc c'est l'arrivée d'un long bateau dans un port, dans un petit village sans doute norvégien, vu le fjord. Tant pis, laisse tomber, sinon on va... Non, je vais vous décrire la scène, c'est ce qui m'a donné un jour envie d'écrire des histoires d'aventure. Kirk Douglas arrive, alors là il a une belle coiffure, genre vous voyez, je viens de chez le coiffeur, très blonde et tout, pas Donald Trump, je vous rassure tout de suite, et il est très beau, il est très bien. Et puis la première chose qu'ils font, d'abord il y a un gars qui sonne d'un lure gigantesque, c'est-à-dire une énorme trompe. Et il fait...
Et alors, les Vikings arrivent. Et toute la musique du film, c'est ça. Et puis, Kirk Douglas montre qu'il est le chef du navire, alors il saute allègrement d'une rame sur l'autre, et tout le monde fait la même chose. Et puis, les femmes qui sont en train de pétrir je ne sais pas quoi dans un grand baquet, parce qu'il n'y avait pas de... Oui, le vin, il était d'importation, mais il n'y a pas de raisin. Elles s'amènent tous, youpi, elles sont toutes des belles petites nattes, genre Gretchen blonde. Oui, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Bon, ça c'était l'image des Nordiques il y a plus que ça, il y a 50 ans. Alors, l'image que vous voyez aujourd'hui, c'est celle que vous voyez dans une série Viking. Alors, je tiens juste à vous décrire les bonshommes. Les bonshommes, ils ont des longs cheveux pour la plupart, des grosses barbes. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très propres, ce qui est encore une erreur historique. Et quand ils s'amènent là, eh bien, la première chose qu'ils font, c'est se livrer à des ripailles, voire à des orgies dignes de Bacchus. Et ils font ça toute la journée, voilà. Et voilà, ils lutinent les femmes et tout. Les femmes sont toutes dominées. Oh non, non, Ragnar, pas ça. Bon, ça, c'était l'idée de départ. Aujourd'hui, quand on présente les Vikings, on est entré dans une autre perspective. Et c'est à ça que je veux arriver pour la suite. On nous présente Ragnar Lothbrok, donc Ragnar au Brévelu. On nous le présente comme un post-punk un peu Kaira, avec partout des tatouages et des piercings. C'est une vision actualisée. De fait, les Vikings étaient connus pour avoir les cheveux longs, de la barbe, et à telle enseigne que les peuples dits civilisés qui les accueillaient étaient scandalisés de leur mise. C'était comme des pas propres, des voyous. D'ailleurs, des longs cheveux, c'était propre des femmes, ce qu'on reprochera après aux Saxons. Donc, la vision, j'ai pris ces deux films, et ces deux, l'un c'est une série et l'autre c'est des films, pour vous dire simplement que la vision que nous avons des Vikings dépend de l'époque à laquelle nous nous trouvons, et que nous remettons en perspective le passé en fonction de notre présent, ce qui est ahistorique. C'est évidemment... L'histoire, c'est l'étude des faits passés en tentant de les comprendre et comprendre comment les choses ont évolué. Donc, c'est ce qu'on a fait. Bien. Alors, puisque vous avez été excellent, je peux passer rapidement cette étape et vous dire que la petite balade que je vais vous proposer est une balade littéraire. Je ne prétends pas dire la vérité qu'un grand V. Je tiens simplement à vous dire que j'ai eu 2 maîtres dans cette catégorie, Régis Boyer, que vous connaissez peut-être, et Jean Renaud. Et qu'il m'a fallu à peu près une dizaine d'années pour commencer à me dire que je connaissais un peu le sujet. Donc, 793, début de l'ère viking. Fin de l'ère viking, on la fixe généralement en 1050, mais on peut dire que c'est le 25 septembre 1066, à la bataille de Stamford Bridge, dans le nord de l'Angleterre, que le dernier viking considéré comme viking, Harald, le roi Harald, qui était chef de la garde Vareg de Byzance, est mort. Et ce jour-là, on peut dire que la civilisation viking avait vécu. Ça fait donc 3 siècles. Et il y a donc une évolution à travers ces siècles, comme aujourd'hui. Alors, une autre chose, et je terminerai sur Viking, parce que c'est... On m'en parle très souvent, les lecteurs viennent me dire « monsieur, Viking, comment c'était? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, très bien fait sur certains points. Mais quand dans une même histoire, on me présente 300 ans d'histoire des Vikings, c'est un petit peu comme si vous me disiez Napoléon contre Clémenceau, ou bien, je ne sais pas moi, Hitler contre la comtesse de Ségur. C'est absolument absurde. Donc l'histoire de Ragnar Lothbrok, telle qu'on vous la présente, n'est qu'une compilation, pour ceux qui ont vu la série, une compilation de plusieurs textes différents, dont un certain nombre d'auteurs dont il ne sera pas nécessaire de citer tous les noms aujourd'hui, sinon je vais devenir tout rouge et très fâché. Donc, Rollon, prenons l'exemple de Rollon, dans la série Viking. Rollon, c'est le fondateur de la Normandie. Dans la série, il y a un truc qui m'a fait, mais pardon de le dire comme ça, mais pisser de rire, je suis désolé. Donc, le type s'appelle Rollo. Ah, déjà, pour un Viking, c'est un peu curieux. Ragnar Lothbrok, ça c'est normal, c'est du roi ancien. Il s'appelle Rollo. Et quand il devient chrétien, on l'appelle Rolf. C'est exactement l'inverse.
D'accord? C'est Gungerolf, Rolf le marcheur, mais il y en a eu plusieurs des marcheurs, et il devient Rollo, puis Roll, puis Roux, et puis il devient ce qu'on appelle le premier duc de Normandie. Et bien dans l'histoire de Viking, le gars, on est entre 750 et 820 au total, le gars qui vient plus de 100 ans plus tard, qui passe un accord avec le roi de France, le roi des Francs, en 911, vous vous rendez compte? Il est dans l'histoire présenté comme le frère de Ragnar Lodbrok. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Donc je dis simplement, si vous regardez des séries, vous voyez des films, essayez de prendre une distance critique. Et quand des gens vous diront « Ouais, c'était trop des sauvages et tout ça », ben, vous aurez peut-être quelques armes pour leur répondre. Alors après, je vais vous parler d'un raid qui se passe 100 ans plus tard, à Toulouse. Quoi? Les Vikings ont attaqué Toulouse? Ouais, ils ont attaqué Toulouse. Donc, il était une fois un chef qui s'appelait Hastein, et il avait ravagé absolument toute l'Aquitaine. Et en juin, tiens, pourquoi, vous me direz pourquoi toujours à la même période? Et parce qu'il était très rare que les Nordiques attaquent en période hivernale, sauf une fois en Angleterre. Donc quand tous les gens étaient à la messe, le 24 décembre à Chippenham, ils ont profité qu'il y avait la messe pour attaquer en masse. Et donc les Saxons se sont dit ils attaquent jamais en hiver. Donc ils attaquent la ville, ils la pillent. Et alors je vais vous raconter une petite histoire amusante amusante de Hasten. Encore une fois, je reprends ma série Viking parce que j'aime bien m'ancrer dans ce que les gens voient aujourd'hui. Donc Hasten veut attaquer la ville de Luna, en Italie. Les gens ont mauvais goût, ils se défendent. Donc les Vikings ne peuvent plus attaquer, ils passent tout l'hiver devant Luna. Et puis à un certain moment, une triste nouvelle tombe. Le chef Hasten est mort. Et pour se faire pardonner de ses péchés, il demande à recevoir l'onction, et puis on fera l'enterrement et les vêpres dans l'église, et demande pardon de tout ce qu'il a infligé à la population. Vous voyez déjà mon œil? Bien. Donc on amène Hasten en grande pompe, et on l'installe au milieu de l'église. Le prêtre commence son exorde. À ce moment-là, coucou, qui voilou, il sort de son cercueil, coupe allègrement la tête du bonhomme, et puis il se livre à quelques exactions assez peu acceptées aujourd'hui par les lois en vigueur dans la République. Donc je vous dis, voilà, ça c'était Hasten. Donc un jour, si on vous dit, quoi, les Vikings sont venus à... Oui, ils sont venus à Toulouse. Ils ont attaqué Cordoue. Ils ont remonté le Guadalquivir. Ils sont allés dans toute l'Afrique du Nord, où ils ont installé des comptoirs. Savez-vous que la Sicile a été une terre viking puis normande? Chaque année, il y a une fête en Sicile. Et on sonne les cloches, et puis les gens crient non pas le gogo, les gogos, les gaulois, ils crient les pirates, les pirates, les pirates. Et on voit des petits navires, vous voyez, genre Gondolier, tout ça, qui s'amènent près de la côte, et tous les gens se mettent à crier et font des feux de joie. C'est tout simplement le souvenir de l'arrivée des Vikings, dis bien des Vikings, on parlera des Varegs après, sur cette terre, ainsi qu'en Sardaigne. Après, le royaume normand de Sicile durera 150 ans. Quand vous rencontrerez des Siciliens, des Corses et des Sardes, dites-leur, avec 3 mètres de distance, qu'ils sont descendants des Vikings. Voilà, je vous trace quelques idées comme ça pour vous dire à peu près jusqu'où allaient les Vikings. Les Vikings, c'est tout simplement, il y a 5 exceptions, je ne vais pas vous les infliger. Il y en a 2 qui paraissent sérieuses à Régis Boyer et à Jean Renaud. La première, c'est une adaptation du mot latin vicus, c'est-à-dire celui qui fait du commerce, qui établit un comptoir. Et le deuxième, plus guerrier, la deuxième acception plus guerrière, c'est qui arrive dans un vic, c'est-à-dire l'endroit, la baie, la crique où le bateau vient s'embosser pour pouvoir attaquer le lieu. Voilà, donc on dit un viking de... Vous avez étudié les langues nordiques, donc un viking de Vikingar. Oui, pardon. Oui, un viking de Vikingar. À l'est, donc les Vikings vont aller jusqu'à Terre-Neuve.
On a, si vous allez un jour visiter l'Anse aux Meadows à Terre-Neuve, eh bien, il y a là 2 énormes marteaux tout simplement de Thor, 2 marteaux Mjolnir, et il y a une reconstitution d'une maison nordique de l'époque. Ils vont au Groenland, n'y font pas souche. Ils colonisent absolument tout le nord de l'Angleterre. Ils colonisent les Hébrides, les Orcades, et toutes les îles qu'il y a là, jusque l'île de Skye, l'île de Aran, tout ça, c'était des îles nordiques. Puis, ils s'installent plus tard en Islande. Et là, il y a une histoire magnifique qui s'appelle l'histoire de la conquête, de la prise de terre, je vais la traduire comme ça rapidement, qui raconte comment les Norvégiens sont arrivés en Islande et ont fait souche. Et je termine et on va arriver, après toute cette partie historique indispensable, à la mythologie pure et dure. Ça, c'est pour l'Ouest. Ils attaquent le royaume des Francs, ils attaquent les Frisons, ils attaquent la partie germanique, ils attaquent, vous avez entendu, donc ils passent par le détroit de Jebel el Tariq, c'est-à-dire le Gibraltar, et ils s'installent un peu partout. De l'autre côté, donc ça, ce sont essentiellement on va dire, des Norvégiens et des Danois. De l'autre côté, ce qu'on appellera les Suédois, les Sviar, eux partent du golfe de Finlande, traversent ce qu'on appelle la Russie aujourd'hui, et vous allez voir d'où vient le mot, et vont jusqu'à Constantinople, et même plus loin, pour certains, ont été jusqu'à l'Indus. Pourquoi ? Pour faire du commerce, avant tout. Et Vareg, Veringar, signifie tout simplement les gens qui passent un accord commercial de bon gré. Au fond, on peut se dire que la Ligue hanséatique, elle a repris les mêmes techniques. Ils s'installent et vont fonder un pays que vous connaissez bien aujourd'hui. Lequel ? Oui, j'ai entendu. Dites-moi plus haut. La Russie. La Russie. Exactement. Donc, 3 chefs, Trevor, Sienus et Rurik, je vous donne leur nom vu par les Slaves, sont appelés par les Slaves pour calmer les bagarres entre les différentes tribus et pour les organiser. Ce sont des Suédois, on les appelle les Russes vraisemblablement parce qu'ils étaient roux. Pour les Slaves, ils étaient souvent roux. Donc quand on vous dira, tu sais, c'était des grands blonds aux yeux bleus qui venaient te détruire, etc., vous direz, il y en avait aussi des roux. Et puis Harald, aux longs cheveux, il avait des longs cheveux noirs. Voilà. Donc je veux dire, vous oubliez, vous déconstruisez absolument tous ces clichés à la con. Pardon. Éric le Rouge, il était roux aussi. Il était roux. Et le roux est relatif au feu. Vous allez voir à quel dieu il est rattaché, le roux. Donc le roux, il a un pouvoir particulier. Vous avez peut-être entendu autour de vous, à l'école, des gens qui disaient les méchantes choses sur les roux. Les roux portent malheur, les roux sentent mauvais. On ne voit pas pourquoi. C'est un vieux préjugé qui date de l'époque où le roux était synonyme de feu, d'enfer. Voilà. Mais pas pour les Vikings, ça n'existait pas, ça. Donc, ils fondent, ou plus exactement, ils développent 2 villes. Une qui est située vers l'ouest et l'autre vers l'est. La première, vous la connaissez très très bien, et c'est une ville qui s'appelle Holmgard. C'était Novgorod. Puis, de l'autre côté, à l'est, ils fondent une deuxième ville, Kiev, Kiev. Ils fondent une colonie près d'un lac que vous connaissez aussi de nom, qui s'appelle Aldeguborg. Eh bien, Aldeguborg, c'est le lac Ladoga. Et ainsi, il se développe jusqu'à Byzance. Et vous allez me dire, alors les rapports avec Byzance dans toute cette histoire ? Mais les rapports avec Byzance sont généralement très, très bons, sauf que, encore, un 18 juin, ça ne s'invente pas, donc 863, les Varegs attaquent Miklagard, c'est-à-dire Constantinople. Est-ce qu'il y a des milliers de navires ? Vous oubliez ça aussi. Je répète toujours ça, mais je crois que c'est important à savoir. Aujourd'hui, il y a, je crois, 30 à 35 millions de Scandinaves.
Alors vous imaginez à l'époque, il y en avait quand même beaucoup moins. Alors les batailles rangées, avec des milliers de bateaux et tout ça, vous l'oubliez. Alors, je dois reconnaître que c'est une idée qui a été développée par les Vikings eux-mêmes, puisqu'ils racontent l'histoire de Bravelir, la bataille de Bravelir, où, disent-ils, il y a 100 000 combattants. Bon, c'était peut-être des Marseillais avant l'ère, c'était possible. Mais donc, 20 navires, je dis bien 20 navires, tentent d'attaquer Constantinople. Pendant ce temps-là, tous les dromons des habitants de Byzance, Constantinople, ben, ils sont plus loin dans la Méditerranée parce qu'ils sont en train d'être attaqués par les autres, par les Vikings et par les Sarrasins. Donc la flotte est partie. Alors les Varegs mettent tout à sac autour de Miklagard et certains vont mettre le pied sur la muraille. Et puisque certains ont fait des études, je répète des études de langue classique, il se passe exactement la même chose dans les chroniques que ce qu'on a raconté quand les Perses attaquent la Grèce. Tout à coup, le flot se met à bouillonner, on trimballe le Théotokos sur la muraille de Miklagard, le Théotokos c'est le voile de la Vierge, et à cet instant même, les barbares sont foudroyés. Ça, c'est l'histoire racontée à Suzette. En fait, tout simplement, ils ont payé une très grosse rançon. Et les Varegs ont fait « c'est bon pour une fois, on s'en va ». Et 100 ans plus tard, ils ont fait la même chose avec Paris. Tiens, je ne sais pas s'il y a des Parisiens parmi vous, mais si vous voulez un peu vanner les Parisiens, je vais vous raconter avec les Parisiens. Donc ils font ça, ils agitent le voile de la Vierge, évidemment, les Varegs ont très peur du voile de la Vierge, vous imaginez bien. Donc ils se font payer, ils se rembarrent, et un siècle plus tard, un certain nombre de Varegs vont s'engager au service de l'empereur de Byzance. Ce sera la garde personnelle de l'empereur, elle s'appellera la garde Vareg. Et cette garde va être très importante dans toute une série d'actions historiques. Voilà, ça c'était à grands traits. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est quand c'est encore des plus grands traits. À grands traits, l'histoire de ces peuples. Alors maintenant, ils avaient des croyances. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous demander qui était le dieu suprême chez les Vikings. C'était Odin, oui. Ou, enfin, on ne le prononçait pas comme ça, mais c'était Odin. Et pour les Germains, c'était Wotan. D'accord ? Il y a une racine commune aux deux. Alors, vous oubliez une fois pour toutes aussi le dieu, comme le dieu unique qu'on vous a appris, c'est le sage barbu qui dirige tout, qui s'occupe de la morale du monde. Non. Odin était un personnage double et je vais le mettre en rapport dans ma balade littéraire avec ce que je pense que vous connaissez tous du Seigneur des Anneaux et de Bilbo le Hobbit. Odin était un personnage double, comme la plupart des dieux de cette époque-là. Ils étaient tous ambigus. Ils portaient tous le bien et le mal, à 2 ou 3 exceptions près, notamment le brave Balder qui va se faire dessouder dans des circonstances tragiques que je vais vous raconter. Bon, et à part Loki qui un jour était très bien, et puis un jour ou un autre jour il n'était pas du tout. Donc on a tous des copains, des copines comme ça. Donc, Odin, qui est Odin ? Odin est le roi des dieux. Mais il n'est pas chargé de faire régner l'ordre sur la terre. Il est même capable de développer des conflits rien que pour le plaisir. On nous raconte dans une série de textes comment il s'amuse à jeter un roi machin contre un autre. Ça l'amuse. Et puis, Odin n'est pas un être moral. Il n'hésite pas, j'en demande bien pardon aux dames et aux demoiselles, il n'hésite pas à violer un certain nombre de personnes de sexe féminin. Il peut aussi faire le bien, mais il a un grand avantage. Voilà, ça c'est Odin. Donc il sait énormément de choses et il connaît les secrets d'après la mort. Donc un jour, Odin avait envie de connaître le secret de la mort. Alors il se fait pendre 9 jours et 9 nuits à l'arbre du monde dont je vous parlerai tout à l'heure. Et pendant qu'il est pendu, il est donc entre la vie et la mort, il visite le monde des morts. Il discute avec les morts. Il tâche de les comprendre.
Et quand il revient, c'est en fait une pratique chamanique assez courante. Si vous allez en Sibérie, vous trouverez encore des gens qui font des morts de type symbolique. C'est un processus initiatique. Dans tout processus initiatique, le vivant meurt pour renaître. Donc, revoyez vos classiques, vous allez voir que c'est vrai pour tout le monde. Donc, il revient, mais ça ne lui suffit pas. Il veut connaître tous les secrets du monde, connaître aussi une forme de sagesse. Alors, il demande à un personnage étrange qui s'appelle Mimir, qui a eu la tête coupée lors de la bataille des dieux, je vous raconterai ça. Il sauve la tête de ce pauvre Mimir, fait en sorte que cette tête reste bien vivante, remet la tête dans la source de Mimir, et chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il demande à Mimir conseil. Alors vous voyez, cette tête, ça fait un peu Monty Python, mais il reçoit la science de Mimir. Bien. Alors, ça c'est un dieu Az. Il y a deux sortes de dieux, les dieux Az et les dieux Van. Les dieux Az habitent à Asgard, les dieux Van habitent dans le Vanaheim. D'accord ? Alors, on dit que historiquement, les Van ont précédé les Az. Pourquoi ? Parce que les Van, en particulier le dieu le Freya, que je vais vous présenter tout à l'heure, son frère Freyr, ou bien Njord, sont des dieux qui sont attachés essentiellement à la fertilité, à l'amour, à la récolte, à la descendance. Alors que les dieux Az revêtent déjà des pratiques et des réponses à des questions qu'une société plus évoluée se pose. Un seul exemple encore là-dessus, il y a un dieu très étrange qu'on appelle Tyr, qui est un dieu qui a précédé Odin. Et ce dieu a une particularité, c'est qu'il est le dieu de la guerre juste. Donc, Sacha fait que mon appareil ne fonctionne pas, je vais attaquer Sacha, c'est une guerre juste. Enfin, à peu près. Par contre, je vois que Sacha a un ordinateur, j'aime bien cet ordinateur, je pique son ordinateur et je le tue par la même occasion. Ça, c'était plus une guerre juste, c'est Odin. J'essaye de clicher parce qu'on n'a pas des masses de temps pour le... Donc Odin est prêt à tout, absolument toutes les méthodes pour mener sa guerre. Ça veut dire quoi ? Dans un premier temps, ce sont des populations agricoles, sédentaires, qui pratiquent aussi la pêche et qui restent sur leur territoire. Mais dès lors qu'ils vont avoir besoin, à cause de famine, à cause de du changement climatique, à cause des guerres intestines qui font qu'on chasse les chefs, on les exile, ils vont à développer une autre morale, qui est celle de l'utilité immédiate. Donc, Odin, donne-moi la force, et hop, j'attaque la ville, je prends tout ce qu'il y a dedans, j'emmène la population en esclavage, j'épouse les filles que je trouve girondes, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passait. Donc, il y a une évolution à travers les dieux. Alors, le deuxième dieu, vous le connaissez tous, il porte un gros marteau qui s'appelle Mjolnir. Thor. Donc Thor, lui, il est considéré, autant Odin est considéré comme le dieu des classes, on va dire, les plus riches. Il n'y avait pas de féodalité je vous expliquerai un peu tout à l'heure la société viking. Odin, il est plutôt relié aux seigneurs, aux gens un peu... Mais par contre, Thor, c'est le dieu du petit peuple. C'est un dieu loyal. Je précise qu'il n'est pas blond. Marvel Comics. Il n'est pas blond pour une simple raison, c'est qu'il est en partie lié au feu. Et que le feu, je disais, c'est les roues. Donc il est roux. Donc le gars qui s'est fait une permanente dans le film, vous l'oubliez, est très sympathique. Vous vous rappelez tous de ce que dans The Avengers, il y a un certain moment, Thor qui défend son frère Loki. C'est pas du tout son frère, mais enfin bon. Bref, on passera là-dessus. Et donc, Loki fait des tas de saloperies et Thor fait « Mais c'est mon frère !» Et les autres disent « Oui, mais il a tué 80 personnes !» Et Thor répond « Ouais, mais il a été adopté. » Voilà, vous vous souvenez de ça ? Voilà. Et il y en a d'autres. Où Thor, c'est le gars qui arrive quelque part, il casse tout, il dit « Je pense que ça pourra être remplacé. » Donc, Thor est un personnage profondément sympathique.
c'est un personnage qui passe sa vie à lutter contre les géants qui habitent dans le Jotunheim, les Jotnar, c'est-à-dire ceux qui habitent dans un de ces mondes. Je vous présenterai les 9 mondes tout à l'heure. Je préfère vous parler plutôt des personnages plutôt que vous commencer à vous dire là, il y a ça, là, ça, parce qu'au bout de 2 minutes, vous êtes fondu. Donc, Thor passe sa vie à ça. Il est le principe de l'ordre contre le chaos. Pour ceux qui ont fait études de grec, ordo ap chaos. Vous vous rappelez de ça? Donc, l'ordre naît du chaos. Il est l'ordre. Face à Loki, qu'il va souvent combattre, Loki qui est le désordre incarné, un nanar un peu plus méchant que les autres avant l'heure, il va toujours remettre les choses en place. Il va s'opposer à Odin quand celui-ci est injuste. Donc Thor est, on peut le dire, on le représente comme ça, comme on le présenterait à un shérif dans un western, c'est un lonesome rider, c'est-à-dire un cavalier solitaire. Donc lui, il a son marteau Mjolnir qui a une capacité formidable. On peut le réduire, l'allonger, le mettre sous sa tunique. On le lance, boum, la personne est éclatée en 1000 morceaux façon yogourt, lui revient dans la main, et voilà. Et puis, c'est un marteau qui brûle. Et donc, il a des gants de fer pour le tenir. Quand il veut se fâcher tout rouge, il met une ceinture qu'on appelle la ceinture Megingord. Alors, il devient très, très, très fort. Il a un char tiré par 2 boucs. Le premier s'appelle Dents étincelantes et l'autre s'appelle Dents grinçantes. Et il a une femme adorable qui s'appelle Sif. Alors, Sif est un personnage... Comment la décrire? On pourrait peut-être dire que c'est la ménagère de moins de 50 ans, modèle, au fond, quelque part comme ça. Même Sif a d'autres capacités. Et je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet. Sif a des cheveux magnifiques. Des cheveux dorés, mais un truc incroyable. Vous oubliez Scarlett Johansson, elle ne vaut rien du tout à côté. Et donc un jour, Loki, je vous dirai quelques mots plus tard, Loki fait une fixette sur les cheveux de Sif. Donc je vais vous proposer un jeu avec ma première petite histoire. Quand je ferai comme ça, vous direz cheveux de Sif. On va faire un essai, donc. Cheveux de Sif. C'est mot du genou. Cheveux de Sif. Ah, c'est mieux. Eh bien, je vais commencer mon histoire. Les 4 portes de la grande halle étaient ouvertes à tout vent. Et Loki, affalé sur son coussin en plume de cygne, ses longs cheveux noirs en bataille, les yeux gonflés de larmes, labourait son beau visage de ses ongles. Et pourquoi cet état extrême? Parce que le pauvre était consumé, taraudé, torturé de désir et par une idée fixe, les cheveux de Sif. Ah ouais, vous en savez des choses. Chaque fois que le dieu malin apercevait la déesse et sa chevelure mordorée ou dansait les rêves, il manquait de défaillir. Cette fièvre atroce brûlait Loki tout entier. Et pourtant, il avait tout entrepris pour ne surtout plus y penser. Les voyages lointains, les jeux du corps et de l'esprit, et puis aussi l'ivresse, et encore les activités de force. Ainsi 2 jours et 2 nuits, il avait plongé dans les flots furieux de la mer, battant les roches des îles Sutreillard. Malheureusement, chaque fois que le soleil se levait, caressant de ses mains dorées l'écume des vagues, il s'imaginait étendu auprès de Sif, flattant à 2 mains ses doux. C'est une horrible histoire, je vous l'ai dit. Et elle, déesse impitoyable, lui demandait de ne pas s'arrêter. Ça aurait pu être merveilleux. De fait, c'était horrible. Parce que Sif, je vous le rappelle, était la femme de... Thor. Voilà. Donc drame. Alors Loki nagea 5 nuits,
Et 5 jours supplémentaires, droit vers le sud, droit vers la mer des Turquoises, où l'eau est chaude comme un baiser dans le cou. Et quand il sentit qu'une douce fragrance engourdissait ses sens, il prit pied sur un rivage fleuri. « Ah, enfin !» murmura-t-il. « Enfin, je ne sens plus cette horrible blessure de l'âme. M'en voici débarrassé. » Et il s'endormit. Cependant, il se reposait de ses rudes efforts à proximité d'un massif d'anémones, les paupières closes et la bouche ouverte, et que les songes l'emportaient loin dans des maelströms de nuages roses et blancs. Il imagina qu'à l'aide d'un peigne en ivoire de morse, il coiffait les... J'ai même plus besoin de faire le geste, vous avez tout compris. Leur fragrance bouta le feu à ses joues. Ainsi, il se réveilla trempé de sueur, le souffle bref et le cœur douloureux. Que faire? Boire pour oublier? Loki se servit du fruit des vignes que cultivaient les Francs sur les collines de Nakara. À pleine bouche, il but. À plein désespoir, il but encore. Et à pleine rage, encore et encore et encore. Hélas, l'odeur du vin lui rappelait invinciblement le parfum enivrant des... De colère lasse, Loki voulut s'enfuir dans les foins chauds, mais ils lui rappelèrent l'épaisseur terrifiante et troublante des... Plus tard, il chercha à se reposer sous un saule, mais le retombé de ses branches lui rappela les... Loki passa ses chaussures devant et courant à une vitesse inconcevable par les terres, les monts, les fleuves et les mers, droit vers le nord, droit vers la grande île. Là, il tenta de se distraire en galopant à perte de lande sur les petits chevaux du pays Scott. Mais ils lui rappelèrent le toucher animal. Les étangs et les rivières du Missouri d'été regorgeant de nix affriolantes, nus, aux seins tendus comme des fruits mûrs, aux croupes offertes comme des terres rondes à labourer, il se livra de folles orgies. Mais leurs gémissements lui rappelèrent les... Non, la chanson du vent, du mauvais esprit, la chanson du vent dans les... Voilà, et leur petite morsure toute mignonne, passionnée de la grande douleur qui le torturait. C'était simple et terrible à la fois. Vous auriez dit, « Hé, Loki, regarde ce rocher !» Ou bien, Loki, il est temps de prendre un bain de pluie. Ou bien, Loki, t'as un furoncle sur la fesse gauche. Et le dieu rusé aurait pensé à une montagne de cheveux, à une pluie de cheveux, à la douleur de ne pas pouvoir toucher ses cheveux, les... Bien entendu, je tenais à le souligner, j'y crains que vous ne me compreniez pas bien. Voilà, ça c'est une histoire que je me suis amusé à raconter à ma manière, dans le style des sagas de Neuf Mondes. Donc, nous voilà, on a eu Odin, on a eu Thor, et maintenant on a Loki. Alors Loki, c'est un personnage extrêmement étrange. Est-ce qu'on peut le considérer comme un dieu? Les spécialistes s'entretuent allègrement à ce sujet. Je m'en voudrais de faire partie de leur joute intellectuelle, mais en tous les cas, une chose est certaine. Il n'est pas le fils d'une géante. Et en ce qui concerne ses enfants, ce sont des êtres charmants. Car Loki est totalement transgenre. Ce n'est pas un mâle, une femelle. Il est les deux à la fois. Au fond, il est hermaphrodite. On pourrait dire ça. Hermaphrodite, plus exactement. Et donc, il accouche d'un cheval à 8 pattes qui va devenir le cheval de Odin Sleipnir. Il accouche également d'une espèce d'affreux monstre. On se demande comment ça a pu lui sortir de là. Jormungand, c'est-à-dire le Midgardsorm, c'est-à-dire le grand ver, le grand serpent qui entoure la terre du milieu. Tiens, ça vous dit quelque chose. Midgard, où vivent les hommes. Et puis, il accouche encore, pour faire joli, d'une horrible
on peut l'appeler une déesse, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse l'appeler une déesse, une horrible divinité qui va régner sur le fond, c'est-à-dire sur le séjour des morts et qu'on va appeler Hell. Pour ceux qui connaissent l'anglais, vous savez maintenant d'où vient le mot enfer. Sauf que ce n'est pas un enfer comme nous on connaît. Il n'y a pas un diable cornu avec une petite fourche qui va dire « tu as péché, hop, dans le grand chaudron ». Non, c'est un lieu où il fait immensément froid. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de mourir héroïquement, qu'on appelle les Einherjar, et qui ne vont pas rejoindre Odin, je vous en reparlerai dans sa Valhalla, c'est-à-dire dans la halle des Oxy, ceux-là se promènent vraisemblablement avec tristesse à travers les couloirs froids pour les temps des temps. Une version, la version Renaud, dit que Jean Renaud, professeur ô combien émérite de langue scandinave, dit que le Hel était un lieu où régnait finalement une déesse assez peu sympathique aux jambes pourrissantes. Tandis que Régis Boyer, deuxième maître et toujours aussi émérite savant dans la question, dit que pas du tout, on ne sait absolument pas si elle était, pour reprendre les termes d'aujourd'hui, gentille ou méchante, on n'en sait rien du tout. C'était le séjour des morts. Je vous signale que les dieux étaient mortels pour les Vikings. C'était pas le dieu immortel qui va régner pour les temps et les temps, non, les dieux étaient mortels. Et donc ça va me permettre de présenter après Loki, qui est un fourbe, qui est aussi un homme extraordinaire, car par moments il est humain, et puis un monstre épouvantable, et puis quelque chose d'autre. Loki, lui, va toujours se présenter comme un personnage totalement ambigu. Dans un premier temps, il va profiter de la faiblesse de Odin à son égard, car Odin le considère comme son frère juré. Son frère. Évidemment, Loki va s'attacher à le trahir un certain nombre de fois. Loki va provoquer toute une série je pourrais vous les raconter tout à l'heure lors des questions des réponses, de catastrophes, va commettre des fourberies un peu partout et semer le désordre. Et puis pour finir, et pour faire court, pour le punir, car il va être l'auteur d'un meurtre, l'auteur vit à quelqu'un d'un meurtre abominable, on va le mettre dans les tréfonds sur 3 rochers placés de champ, et il va être attaché par des chaînes spéciales pour ne pas échapper. Et au-dessus, parce qu'il faut quand même faire amusant, on place un serpent qui lui verse du venin brûlant sur la tête. Et la très gentille femme de Loki, eh ben, elle va constamment l'aider avec un bol, en allant ramasser le venin et en allant le répandre à côté. Et chaque fois, ben, pendant ce temps-là, Loki recevait des gouttes du serpent venimeux. Voilà pour Loki. Loki est aussi un personnage de feu. C'est un personnage polymorphe. C'est un personnage qui a la capacité de se transformer. Odin aussi, il a cette capacité. Sauf qu'il se transforme directement, Loki, alors que Odin, il utilise parce que c'est aussi le dieu de la haute magie, il porte plus de 170 noms différents, le borgne, l'encapuchonné, le seigneur des gibets, le flamboyant, le roi des dieux, etc., etc. Il a une capacité formidable. Il reste en place et il se couche. Son principe s'élève en dehors de lui, forme un autre être qui va se promener quelque part. C'est assez pratique. Imaginez que vous ayez un ennemi et vous voulez lui péter la gueule sans pouvoir le rencontrer parce que quand même il est plus fort que vous. Donc, vous vous couchez, vous invoquez la haute magie, le Galdr, et à ce moment-là, ben, vous allez semer, vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous venger de lui, puis vous revenez. Voilà. Ça, c'est pour Loki. Je dois aller vite parce que j'aimerais bien vous parler de chacun de ces dieux, de son histoire et de sa naissance, mais vous finiriez par dormir. Donc on va continuer. Alors il y a une déesse formidable qui est une vanne, elle, qui est Freya. Freya, la déesse de l'amour. Freya, la déesse de la magie inférieure, le cèdre. Pour pouvoir se déplacer, parfois, elle s'habille d'une cape en plume de faucon et elle se déplace. Elle a une vie amoureuse et sexuelle absolument libre, émancipée, égalitaire, remboursée par la sécurité sociale. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut, et
comme elle a été l'amante d'Odin et qu'Odin est très 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 jaloux, eh bien il lui fait des misères. Mais Freya s'en fiche. Freya se trimballe à travers le monde derrière un char tiré, vous devez voir les sauvages, par 2 chats géants. L'un s'appelle Amour maternel et l'autre s'appelle Tendresse. Vous voyez, c'était trop des vilains. Hein. Donc, ce sont des skogcats. Si vous allez en Norvège, vous verrez ces chats, des chats gigantesques, très gros, qu'on appelle les chats des forêts norvégiennes. Et donc, elle se trimballe en permanence. Odin accueille chez lui les morts glorieux sur les champs de bataille qui auront été récupérés par les Dís, qu'on appelle les Valkyries, qui vont aller récupérer les morts les plus glorieux et qui n'auront pas regardé vers le ciel parce qu'ils doivent s'occuper de combattre. Et une partie des morts va chez Odin, dans sa grande halle au Oxy, la Valhöll, qui est formée, dont le toit est formé de boucliers, les murs de lance, et les bancs sont couverts de brogne, vous savez, les protections en acier et en cuir. Et elle va s'occuper d'en récupérer aussi un certain nombre, car elle cogère avec Odin les morts glorieux. Et c'est ainsi qu'elle les attire dans son palais Sessrumnir. Voilà. Donc Freya est un personnage pour lequel j'éprouve une très grande sympathie. Pourquoi ? Parce que c'est l'archétype de la personne, de la femme libérée. Et là, je m'arrête un instant pour voir un rapport avec la société de l'époque. Les femmes vikings n'étaient pas, ou les femmes, on devrait dire plutôt scandinaves, parce que le viking, c'est celui qui part en expédition pour obtenir des richesses. Les femmes nordiques avaient des droits qui n'existaient nulle part ailleurs en Europe. Alors certes, elles étaient les gardiennes du foyer, elles avaient le droit de porter un couteau pour défendre la maison. En cas d'attaque, elles pouvaient défendre le village. Vous oubliez les sottises selon lesquelles il y a un tas de femmes qui vont combattre, il y en a très très peu dans les sagas et les Eddars. Non, elles ne faisaient pas la guerre comme les hommes, mais elles avaient un pouvoir extraordinaire. Et il a fallu attendre les années 50, ou un petit peu avant, pour les obtenir en Europe dans nos différents pays. Ça s'appelle le divorce. Ah oui. Comment ça se passe ? Quand on se marie, on fait ce qu'on appelle un handsal. Donc, c'est un genre de troc. La famille Jules Dupont, enfin viking, on va pas l'appeler comme ça, la famille des Asbjörn se marie avec la famille, par exemple, je ne sais pas, de Sigrid. Ils se présentent et les deux familles échangent. Je te donne autant de vaches, je te donne autant d'argent, et moi je prends ceci, et moi je prends cela. Hop, on installe le petit couple, et les voilà installés. La femme est la reine de la maison, et un jour, elle en a ras la casquette de son mari. Parce que ça arrive chez les hommes. Oh, c'est très très rare. Il a des aventures un petit peu partout, notamment avec la voisine. Ou bien, il est tout le temps en train de se battre. Il est tout le temps parti. Elle ne se sent pas bien. Elle a besoin d'avoir un homme de temps à autre pour avoir des chouettes moments. Ou bien il boit. Ou bien il la frappe. Alors, elle demande, elle adresse une demande au Ting, dont je vais vous parler directement après, c'est-à-dire l'Assemblée des hommes libres, et on fait une réunion dans la maison du couple. Et là, les deux parties expriment tour à tour leur opinion. Et elle fait « ouais », et il me tape, et il boit, et il couche avec toutes les femmes qu'il rencontre, et il me parle mal, il m'embête, il n'est pas propre, etc., etc. L'autre famille dit « mais ce n'est pas possible », donc il y a un genre de discussion. Puis, il y a souvent ce qu'on appelle un lögmaður, c'est-à-dire un maître de loi qui est au fond désigné par le Ting, c'est-à-dire l'Assemblée des hommes libres, parce que les Vikings pratiquaient la démocratie. Oui, vous imaginez ça, là, chez Charlemagne et chez les autres, la démocratie. Donc on se promène, je fais une énorme parenthèse, juste pour vous dire que oui, ils pratiquaient la démocratie. Alors, c'est vrai, mais ça fait pas longtemps que ça a changé non plus ici, c'était les hommes libres qui avaient le droit de participer à l'Assemblée. Donc vous imaginez ça, vous avez un chef, un jarl, qui ne plaît plus. On réunit l'Assemblée, il est démis. Au revoir, bonsoir, on nomme un nouveau jarl. Le jarl
c'était la plupart des chefs locaux, d'où le mot Earl en anglais, étaient désignés par une assemblée d'hommes libres au suffrage universel des hommes, direct et prenant effet immédiat. Ils avaient le droit également de promulguer un certain nombre de lois propres à la communauté. Donc on votait et on démettait les dirigeants. Rapporter ça à certaines situations qu'on vit depuis 20 ans ici en France, ça peut être amusant. Donc les rois pouvaient être démis, mais les rois, il y en avait très peu. C'était surtout des jarls, ils pouvaient être démis à tout moment. On pouvait, même parfois certains étaient assassinés parce que les gens n'étaient vraiment pas très contents. Donc les récoltes n'étaient pas bonnes, c'est la faute du jarl. On a perdu contre les Saxons, c'est la faute du jarl. Et on en changeait. Donc les femmes se mettaient, je ferme ma lourde parenthèse, et les femmes se mettaient au pied du lit et disaient à plusieurs reprises, je ne veux plus vivre avec toi. N'utilisez pas le mot divorce. À ce moment-là, on prononçait la séparation définitive de corps et de biens, et il était d'usage, comme dans toutes les tribus germaniques, que tout ce qui se trouvait dans la maison appartint à la femme, cependant que tout ce qui était à l'extérieur appartint à l'homme. Seulement ça, c'était la théorie, et après commençaient des querelles de Corse, mais la Corse ayant été envahie par les Vikings, peut-être qu'on peut expliquer les choses comme ça. Les familles se battaient pendant des générations sur des questions pareilles. Voilà. Alors, Freya, femme libre, eh bien, ou déesse libre, elle exprime peut-être une certaine liberté. Alors, vous oubliez les Suédoises libérées des années 60-70. Non, il y avait une morale assez stricte. Les jeunes filles avaient les cheveux libres. Les femmes mariées, pour indiquer qu'elles n'étaient plus susceptibles d'être séduites, portaient des fichus pour dire « je suis mariée ». Et donc, si une femme trompait son mari, c'était très grave. C'était très grave, ça je tiens à vous le dire. Alors, il y avait un deuxième gros tabou, c'était l'homosexualité. C'était, pour les Vikings, c'était une terrible insulte. Voilà. Donc, il y avait vraisemblablement du très bon à nos yeux d'aujourd'hui et d'autres choses qui étaient plus anciennes. Alors, je voudrais vous parler enfin d'un dernier dieu qui est Njord. Njord est aussi un Van. C'est un dieu très ancien qui protégeait les bateaux et la pêche. C'était donc un dieu très important. Clap deuxième, je sens que vous avez les oreilles comme ça. Je vais donc maintenant vous raconter une deuxième histoire pour vous faire un petit peu passer tout ce que je vous ai rapidement amené. Et je vais vous raconter une histoire qui se passe entre Thor et un géant. Donc Thor est défié à une partie de pêche par un géant. C'est magique, je crois que ça va s'allumer. Ça, c'est un coup de Loki. Voilà. Je vais vous lire le texte. La mer terrible qui bat les grèves de Thulé délivrait ses rages aux confins de Jotunheim, c'est le pays des géants. C'était le pays des fjords profonds, des bras d'eau violentes, accourant du large, jusqu'au pied des forêts de sapins gris. Le géant, le maître du tonnerre, entendait Thor, et y descendirent et prirent place à bord d'un long bateau. Le long bateau d'Ymir. Ymir est le nom des géants. Ils jetèrent leur ligne dans l'eau grise. Thor, prenant bien soin d'accrocher à sa ligne la tête d'un bœuf qu'il avait soustrait au cheptel de son hôte Répugnax. C'est comme ça qu'il le traitait. Rien ne venant à la surface, le roux demanda à son compétiteur de se diriger vers le large. Ymir refusa tout net. Après quelque temps, le flot se mit à bouillonner. Coup sur coup, Ymir fit 2 grosses prises et les hala à bord. D'un coup de son gros poing, il mit un terme à leur envie de vivre. 2 baleines, dit-il, 2 poissons.
voici 2 baleines pour honorer ma victoire et laisser pleurer d'âge en âge celui qui manque de pareils poissons. » Le dieu roux allait lui répondre qu'il s'agissait tout au plus de morues obèses et que les baleines ne sont pas des poissons, que sous sa ligne, tout à coup, l'eau se souleva, des vagues tempétueuses mugirent. Quelque chose d'effroyable, de gigantesque, avait happé l'appât de Thor et mordu à son hameçon. Et cette chose, lourde et frénétique, ne cessait de monter droit vers le firmament. Arc-bouté au plat-bord, ses muscles saillants, sous l'effort douloureux, le fils d'Odin tint bon. « Force des mondes, soyez mes témoins, car Thor ne lâche rien !» chantait-il pour se donner du courage. « Lave des volcans, crachez ce que vous voulez, car Thor ne lâche rien !» chanta-t-il encore. Et bientôt, le début d'une montagne noire et luisante saillit très haut, hors de l'eau. « Puissance des abysses, ployez sous mon bras, car Thor ne lâche rien !» Une gueule armée de 10 000 dents monta droit vers le ciel. Thor tira encore et encore. Le bateau faillit se retourner. Ymir, le géant, tomba à la renverse. « Mort et douleur, soumettez-vous à moi. Non, Thor ne lâche rien. » Les terres grondèrent, les montagnes frémirent, des rocs roulèrent, le corps d'un serpent large comme 10 chaînes, recouvert d'écailles frissonnantes et froide, gicla hors de l'eau. Thor gémit, une grosse veine palpita sur son front. Ses pieds passèrent à travers le plancher du navire et il ne fut retenu que par la largeur de ses mollets d'acier. Ymir le traita de fou, l'adjurant d'abandonner sa proie et se prépara à plonger pour regagner le rivage. Le maître du tonnerre s'extirpa du bois brisé, le marteau Mjolnir à la main, et s'élança dans les airs, droit vers le crâne du monstre. Et il le frappa, il le frappa sans relâche, encore et encore. Le serpent des eaux vacilla. Jormungand, tu as bien grandi, serpent de Midgard, tu es fini, et Thor ne lâchera rien. Alors, Jormungand baissa la tête. Avec un grand soupir, lentement, il s'abîma dans les eaux du fjord. Voilà, je vais raconter un peu à la manière scaldique. Voilà. Alors, maintenant, où étaient situés tous ces personnages? Dans les 9 mondes. Les 9 mondes, qu'est-ce que c'est? Il y a un frêne cosmique au milieu d'un disque-monde. Vous vous rappelez Terry Pratchett? Eh ben voilà, il n'a pas trouvé ça tout seul, Terry Pratchett. Et donc, 2 possibilités. Soit c'est un univers plat et circulaire, soit c'est un monde sphérique. Donc, c'est vous dire qu'après, on a un tout petit peu régressé en matière de géographie et d'astronomie. Au milieu de ce disque-monde s'élève un chêne gigantesque. Dans ce chêne gigantesque se trouvent 9 mondes. En haut, pour faire court, le Vanaheim, vous savez ce que c'est. Asgard, vous savez ce que c'est. L'Alfheim, c'est-à-dire le lieu où vivent les elfes de lumière. On descend par un pont arc-en-ciel qui s'appelle Bifrost et on arrive dans un monde qui s'appelle Midgard, la terre du milieu. Vous vous rendez bien compte que dans la deuxième petite partie, je vous parlerai de Tolkien et d'un certain nombre d'auteurs comme ça, parce qu'il a tiré énormément de cet univers. Donc là vivent les hommes. Des 2 côtés se trouve le Muspelheim, c'est-à-dire le monde du feu, et le Niflheim, le monde, ou plus exactement le monde de la chaleur, le monde du froid. Puis, en dessous se trouve le Svartalfheim, c'est-à-dire le monde des elfes noirs, qu'on a appelé après des dwergs, c'est-à-dire des nains. Je vous dirai d'où sont venus les nains. Et puis, il y avait évidemment le Hel, que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, j'espère n'en avoir... Oui, j'ai oublié le Jotunheim, bien sûr, au nord. Il n'y avait pas les corons, mais il y avait le Jotunheim, où se trouvaient les géants de toute nature et de toutes sortes. Voilà.
Pour aller dans le Jotunheim, il fallait traverser une forêt abominable, et j'entre directement dans le texte de Tolkien, dans une forêt qui s'appelait Myrkvid. Comment s'appelle la forêt dans Tolkien, la forêt horrible? Mirkwood. C'est quand même étonnant. Et alors, je vais vous parler des nains, maintenant. Donc, les nains ne sont pas des petits personnages encapuchonnés qui portent des margelles chez les gens qui ont du mauvais goût et qui veulent mettre dans leur jardin des choses prétendument jolies. Ce sont tout simplement des ascaris au départ, c'est-à-dire des vers qui naissent du corps pourrissant du géant, qu'on va appeler comme ça. Vous me demanderez tout à l'heure si vous voulez plus de détails, mais j'ai 1 heure, hein, donc j'essaie de faire court. Ce sont des ascaris qui naissent dans le corps en putréfaction du premier géant qui s'appelle Ymir, dont viendront tous les éléments terrestres. Ses cheveux à Ymir vont devenir des forêts. Ses os vont devenir des montagnes. Son sang va devenir les mers. Et ainsi de suite. Vous pouvez imaginer absolument tout le reste. Donc, les nains ne sont pas des êtres sympathiques, aimables, ou bien qui parlent un petit peu comme Thorin. Pas du tout. Encore 152 orques, oui, moi je suis plus fort. C'est pas du tout ça. Ce sont des êtres informes, très laids, qui vivent sous la terre et qui apparaissent à certains moments. Les nains gentils tels que vous les connaissez, de même que les trolls avec un bon gros nez tels qu'on les voit aujourd'hui, vous les oubliez. Les trolls sont des personnages particulièrement odieux, et l'idée dans Tolkien que les trolls parfois se transforment en pierre vient d'une légende norvégienne ancienne, qui date de cette époque, au cours de laquelle on dit que certains trolls, c'est-à-dire des géants, une forme de géant, eh bien, quand ils étaient frappés par le soleil, ils explosaient en 1000 morceaux. Voilà, c'est de là que ça vient. Et maintenant, on va voir si vous êtes de bons Tolkienistes, car il faut un petit peu avancer. Je vous passerai Shakespeare, car Shakespeare, toute cette mythologie a été évidemment pourchassée par la chrétienté. Ça. Mais par contre, elle a persisté. À telle enseigne qu'aujourd'hui, on dit encore dans certains pays du Nord, Lokieu, Lok s'agite, ça veut dire les braises reprennent dans le feu. Ou c'est un coup de Lok, ça veut dire c'est un sale coup. D'accord? Donc c'est tout ça, ça a existé. En Angleterre, un certain William Shakespeare écrit une pièce qui s'appelle Macbeth. Vous vous rappelez Macbeth? Oui. Il y a 2 personnages qui reviennent tout le temps. D'abord, ce sont 2 corbeaux. Ce sont les corbeaux d'Odin, Eudgin et Munin, la pensée et la mémoire. Puis reviennent 3 autres personnages, 3 vieilles femmes absolument abominables qui touillent dans un chaudron des choses horribles et qui prévoient à Macbeth que le jour où la forêt va remonter vers ces terres, ce jour-là, Macbeth, tu seras renversé. Et Macbeth fait « Pouf, ça n'existe que dans les histoires, ça ne marchera pas ». Malheur à lui, ces 3 sorcières ressemblent étonnamment aux Nornes. Urd, le passé, Verdandi, le présent, Escute, le futur probable. Et si Macbeth n'avait pas tué, peut-être que ce futur probable ne se serait pas produit. On arrive au XVIIe siècle. Un certain Mallet commence à écrire des histoires sur les Scandinaves. Et puis, on arrive au XVIIIe, période des Lumières. La chrétienté commence à baisser la garde. Il faut donc aller chercher dans le passé les explications de ce que nous sommes. On commence à avoir des textes qui parlent des anciens textes scandinaves et celtiques. 19e, arrive un personnage que vous connaissez bien, qui est Jacob Grimm, et il écrit avec un autre, il écrit Deutsche Mythologie, c'est-à-dire la mythologie allemande. Et il nous raconte une histoire que vous connaissez bien, qui est l'histoire de cette princesse qui se pique et s'endort. Et pour la réveiller, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un baiser. De qui? D'un prince. Comment? Non. Charmant. Eh bien, ça vient de l'histoire,
tout simplement de la saga des Völsung, c'est-à-dire la saga des Nibelungen, version germanique, au cours de laquelle Odin, pour punir une Valkyrie qui ne lui a pas obéi et qui a tué un personnage qu'il voulait accueillir, l'a punit en la piquant d'une rose. En allemand, au départ, la Belle au bois dormant, c'est Dornröschen, d'accord? Et donc, il la pique, elle s'endort. Mais étant donné qu'elle est apitoyée par le sort de cette pauvre Valkyrie, il lui dit, bon, allez, le jour où tu seras embrassé par un vaillant guerrier, tu pourras te réveiller. Et là-dessus, qui s'amène? Siegfried. Il l'embrasse sur la bouche et la voilà délivrée. Et pendant de nombreux jours, comme c'est une Valkyrie, elle va lui délivrer les secrets de la vie, de la mort et de la magie. Voilà, tiens, d'où vient la saga des Nibelungen. Vous voyez qu'on est assez loin quand même des versions ultérieures, ou La Belle au bois dormant. 20e siècle, alors là, c'est le changement complet. Plusieurs auteurs commencent à s'intéresser à ces... Il y a eu beaucoup d'autres textes, mais je vais vous les passer, interstitiels, les textes islandais, des textes norvégiens, des textes savants. Mais il y a quelques auteurs qui vont remettre, vous êtes des fanats d'SF et de fantasy, je pense, quelques auteurs vont remettre la mythologie nordique au goût du jour. Et le premier, il faut bien le citer, c'est évidemment John Ronald Reuel Tolkien. Alors je vais vous faire une petite interrogation. Vous connaissez tous les nains de Tolkien? Non, mais vous pouvez dire hein, si vous ne savez pas. Donc je vais vous citer la saga de la Voluspa, la prédiction de la Voluspa, plus exactement, dans un des textes rapportés par Snorri. Je vous terminerai en vous donnant des sources, où aller les chercher, parce que je vous ai bombardé beaucoup de choses. Chaque fois qu'un nain qui n'existe pas chez Tolkien apparaît, vous faites lui. D'accord? On est parti. Durin, Dvalin, Nain, Dain, Bifur, Bofur, Bambur, Nori, Krain, Thorin, Thorin écu de chêne, Thorin Eikenskjaldi, c'est Thorin Oakenshield, donc Thorin écu de chêne. Celui-là, vous le connaissez, hein. C'est le plus beau dans la version un peu naze de Bilbo le Hobbit. Alors, Tror, Fili, Kili, Fundin, Gloin, Fundin, non, Gloin, Dori, Nori, Ori, Gandalf. Alors, Gandalf, a une signification très précise. C'est l'elfe de lumière qui porte un bâton, qui est en principe un bâton magique. Et donc, je vous ai parlé de l'affaire de Odin, qui est double. Il y a deux sorciers majeurs qui s'affrontent dans Le Seigneur des Anneaux. C'est d'un côté Gandalf et de l'autre Saruman. Saruman vit dans une énorme tour qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Litzkjalf, pardon pour le mauvais accent, Litzkjalf, qui est la tour depuis laquelle Odin surveille ces 9 mondes et envoie ces deux horribles personnages que sont les deux corbeaux, Hugin et Munin, vérifier ce qui se passe. Donc, au fond, Gandalf est la bonne partie d'Odin, et puis Saruman est la mauvaise partie. Vous devez savoir qu'en ce qui concerne la description d'Odin, vagabond mortel, il est représenté avec un long chapeau pointu, à large bord portant une cape bleue. La seule différence, c'est que, comme il a acheté son œil à Mimir pour avoir la connaissance, il est borgne. Mais à part ça, il a une longue barbe, il se promène appuyé, etc. Fuyez, pauvre fou! Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc ça, c'est Gandalf. Et puis l'autre, Saruman, c'est un personnage qui, au départ, était plutôt... Il faisait partie d'une confrérie très positive, mais il commet le mal. Et il travaille avec quoi? Avec des orques, avec des trolls qui sont sous terre. Vous vous rappelez les nains et le Svartalfheim? C'est de là que ça vient. Donc Gandalf, Saruman, même combat. D'accord? Alors, je poursuis. On continue avec nos nains.
on est parti dans le décompte des nains qu'on appelle le Dvergatal. Là, ils gagnèrent leur haut siège, les dieux très saints au conseil réunis, pour décider qu'ils devaient créer la race des nains. Vous voyez comment c'est une autre explication. Alors, il y avait là Durin. Mais oui. Niti. Bien, non. Nortri et Sutri. Non, parce que ce sont les... il y a Austrevest, ce sont les nains qui tiennent la voûte céleste, d'accord, qui est en fait le crâne du géant Ymir dont je vous ai parlé. Alors, Altiof, non, Valin, Nar, Nain, Nipping, Dain, etc. Et je vous en passe et des meilleurs. Voilà pour ce qui concerne les nains. Alors, d'autres... je vais arrêter avec Tolkien, mais énormément de choses à dire. Il a repris beaucoup de textes, et il a repris aussi des textes anglo-saxons. Je parlais tout à l'heure avec madame des anglo-saxons. Vous vous rappelez le roi Théoden? Théoden, c'est lui qui conduit la bataille. Il saisit son épée, et puis il passe devant ses troupes en frappant toutes les lances. Et il dit que ce jour sera une journée rouge. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, ça, c'est des textes qu'on retrouve tout le temps. On entend dans les textes de Tolkien secouer les boucliers, agiter la forêt des lances. Tout ça, on le trouve dans les textes anciens. Alors, en ce qui concerne Théoden, il prononce une phrase qui me fait toujours rire, qui n'est pas dans les sagas. Mon ami me l'a récité tout à fait normalement tout à l'heure. Tu veux bien la réciter? Ah, c'était laquelle? Pourquoi tant de haine que peuvent les hommes contre... Oui. Pourquoi tant de haine que peuvent les hommes? On vous imaginez un guerrier dire ça. Mais enfin bon, donc Théoden, il est le représentant des Rohirrim. Et si vous regardez leurs fourniments, ce sont en fait des vikings à cheval. Alors, quelques autres auteurs. Roger Zelazny, Les Princes d'Ambre, dans Le Masque de Loki aussi, dans les mangas, Sanseiya, vous le trouverez, dans les Chevaliers du Zodiaque, vous les retrouverez, et puis dans une série de jeux de rôle. Donc maintenant, puisque mon heure a sonné, si j'ose dire, j'espère que non, je voudrais conclure, et peut-être qu'on aura encore un quart d'heure. Je dois y aller, moi, par contre. Oui, vas-y. Je vous laisse avec Pierre. Adieu. Il y a une conférence à 17h, je crois, donc il faudra finir. Alors, 16h30, j'ai fini. D'accord. Vous êtes d'accord jusqu'à 16h30 ou bien vous êtes fatigué? Vous avez le droit de dire « Ah non, monsieur, ça fait beaucoup ». Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Si je ne peux pas y répondre, vous direz « Je ne sais pas ». Donc, reste 10 minutes sur la carte. Comment? Il reste 10 minutes sur la carte. Ah ben voilà, et plus 20 minutes de bonus, parce qu'ils l'ont gagné. Donc, pourquoi pensez-vous que cette mythologie soit venue jusqu'à nous? Dans un premier temps, parce qu'elle permettait d'une explication du monde. Dans un deuxième temps, parce qu'elle a permis aux chrétiens de montrer la chrétienté contre les païens. Dans un troisième temps, parce qu'elle a servi aux Lumières pour démontrer qu'il n'y avait pas qu'un seul Dieu qui avait existé dans l'histoire de l'humanité. La période des Lumières, c'est aussi celle où des sciences gréco-romaines reviennent à l'ordre du jour. Ensuite, au XIXe siècle, parce que les nationalismes naissants, mais aussi le mouvement poétique, romantique, Jeune France, vous allez faire une découverte dans quelques instants, dirigé entre autres par Hugo, Dumas et d'autres, veulent revenir à cet esprit qui va jusqu'au bout de la narration, qui va jusqu'au bout des émotions, qui va jusqu'au bout des choses à faire dans la vie, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis chez les Allemands, il y a un deuxième romantisme qui est le romantisme allemand, qui est plus sombre, beaucoup plus sombre, et qui, lui, essaye de rétablir une espèce de pensée germanique ancienne. Et là-dessus, Wagner va venir s'installer, d'accord, va installer l'histoire de la saga des Nibelungen, et puis les frères Grimm vont développer toutes leurs histoires. Et au XXe siècle, il y a un changement radical entre 1930 et 1970.
Non, j'étais pas là au début, je ne sais pas qui a dit ça, mais voilà. Donc, à partir des années 30, les nationalismes et les mythes nationalistes de la force, les mythes fascistes, il faut dire les choses telles qu'elles sont, reviennent à l'ordre du jour. Il y a un écrivain aux États-Unis qui s'appelle Robert Howard, et il nous crée un bonhomme qui est un cimérien, c'est-à-dire un combattant du Nord. Conan, c'est l'archétype du viking tel qu'on le représentait du temps des chrétiens. Et c'est certainement très bien écrit, mais c'est d'un machisme terrible. Il passe son temps à dessouder tout le monde, tous ceux qui ne sont pas comme lui, qui ne sont pas forts, qui ne sont pas blancs, qui n'ont pas, etc. C'est horrible. Après, vient une réaction après la guerre de 40. Je rappelle quand même que Tolkien avait déjà commencé à écrire ces textes. Et quand Tolkien publie Bilbo le Hobbit une première fois, c'est considéré comme un livre pour enfants, dont il ne sortira pas grand-chose. Et puis il est réédité, ça commence à marcher. Alors, il avait déjà préparé la suite, puisqu'il était un professeur de littérature et de langue, et il avait écrit Le Seigneur des Anneaux. Et vous savez à quel moment précis ce récit a un succès énorme? Fin des années 60, début des années 70.